suis ravi de vous retrouver pour parler de ce sujet. Je suis Édouard Rollin, le cofondateur du laboratoire Médisur, ravi de pouvoir animer ça et ce sujet qui nous tient à cœur chez Médisur en lien avec les équipes de Damien de Blotto, de GAN Eurocourtage, qui est à l'initiative de ce webinaire, comme vous le savez. C'est la 5e thématique qui est animée par GAN Eurocourtage sur le sujet de la prévention. Et je suis ravi du coup de pouvoir porter ce sujet du risque routier pendant cette petite heure que nous avons ensemble. Alors, juste pour préciser, Médisur, on développe des dispositifs médicaux, avant tout à l'origine pour les professionnels de santé, mais on développe également des contenus pour les entreprises, pour accompagner sur tout ce qui est prévention santé, prévention des risques au sens large, comme les risques routiers, et également les risques liés à l'usage de psychotropes pour les personnes sur les postes à risque. Et on a toujours cette volonté dans le mode de fonctionnement d'allier théorie et vous amener vers le plus de pratique pour pouvoir devenir acteur et actrice de votre prévention sur les différents contenus de prévention que l'on a, que ce soit sur des sujets de santé, comme des thématiques d'Octobre Rose, prévention du cancer du sein, comme les sujets, comme on peut avoir aussi aujourd'hui, de prévention du risque routier professionnel. Un petit point juste de fonctionnement pour que vous soyez à l'aise avec la plateforme et les informations. Nous sommes donc deux en ligne avec Damien de GAN Eurocourtage qui organise ce webinaire. Il sera vos oreilles au travers du chat auquel vous avez accès. Donc, vous pouvez poser à n'importe quel moment de nos échanges des questions. Il synthétisera à 2 moments du webinaire les questions que vous avez. Et il sera pour moi à vos yeux, tout simplement, en me relayant ces questions que vous aurez posées au fur et à mesure de notre webinaire. Si je n'ai rien oublié, je vous propose de lancer ce webinaire de sorte à ce qu'on puisse rentrer dans le détail de ce contenu que l'on va avoir. On va passer au travers de différentes étapes au travers de ce webinaire. Sachez que c'est un e-learning à la base que nous avons et qu'on simplifie pour vous donner la substantifique moelle du sujet. Et si vous voulez les creuser, on peut évidemment aller un petit peu plus loin. Les sujets que je voulais partager sur la prévention du risque routier professionnel, on va l'aborder au travers de différentes étapes. D'abord, on va parler un petit peu de définition et de chiffres clés pour être bien clair sur l'étendue en fait, du sujet de la prévention risque routier. On fera un petit détour par le cadre légal qui, vous allez voir, est très large et très fourni pour que vous ayez ces clés d'infos en tête sur le cadre légal. On passera la majeure partie de notre webinaire sur le module 2, les facteurs de risque, pour qu'on puisse tous bien comprendre quels sont les différents leviers qui peuvent amener à faire de la prévention sur le risque routier. Et puis on terminera au travers de quelques recommandations sur les mesures de prévention qui peuvent être mises en place sur votre poste ou dans vos équipes de manière plus large. Et puis en fonction des questions que vous aurez, soit du coup on passera un petit peu de temps sur les quiz où ça permet de revoir un peu les notions clés qu'il peut y avoir au travers de ce webinaire. Et puis terminer par peut-être 2 petites vidéos de démonstration pour vous permettre sur 2 risques principaux qui peuvent exister, entre autres liés à l'usage de psychotropes, de voir comment est-ce que tout simplement on peut passer soi-même à l'action sur le risque routier professionnel. Si vous n'avez pas de questions et si je peux y aller, et si tout le monde du coup a pu se connecter correctement, je vais commencer par la première base d'éléments d'information qu'on va partager sur la définition et le périmètre de ce que l'on entend par le risque routier professionnel. Alors, le risque routier professionnel se compose de 2 risques majeurs, 2 risques qui sont identifiés dans la vie de chacun. Le premier, c'est tous les transports que vous faites dans le cadre du travail, dans le cadre d'une mission, pour se rendre au restaurant, par exemple dans la journée, ou pour aller chez un client au cours de cette journée. Et puis, il y a un deuxième risque aussi que l'on prend en compte quand on parle de risque routier professionnel, c'est tous les trajets domicile-travail. Donc, on va bien inclure dans tous les risques qu'on va regarder et l'étendue de ce sujet, ces 2 risques que l'on a, le risque dans le cadre de mission, mais également lors du trajet domicile-travail, travail-domicile. Alors, quelques chiffres assez simples. Nous sommes 27 millions de personnes actives concernées par le risque routier professionnel.
Vous apprendrez par ce webinaire que c'est la première cause de décès au travail. Ce n'est pas le plus grand nombre d'accidents qui existent dans le cadre du milieu professionnel, mais par contre, en termes d'impact sur la vie des salariés, sur nos vies, c'est la première cause de décès au travail. En fonction des sources que l'on peut avoir, on est autour de 4 millions, entre 4 et 5 millions de journées de travail perdues par an liées à ça. Et à chaque fois qu'on a un accident et qu'on a un arrêt de travail, au-delà d'être la première cause de décès au travail, c'est surtout des arrêts qui sont extrêmement longs, 77 jours en moyenne, ce qui fait une grande différence avec les arrêts qu'on a le plus souvent, qui sont liés aux allergies saisonnières, qui sont beaucoup plus fréquentes, mais qui du coup immobilisent uniquement quelques jours. Ce qui est important d'avoir aussi en tête, et sur lequel je ferai un petit zoom régulièrement, c'est sur le sujet des deux roues, et en particulier les deux roues motorisées. Parce que les deux roues motorisées, aujourd'hui, dans le trafic en France, représentent que 2% du trafic, donc c'est pour le coup assez faible en représentation, mais en fréquence d'accidents mortels, ils vont représenter 25% de tous les accidents mortels qui existent. Donc on voit qu'il y a sur le sujet, et en particulier le sujet du risque routier domicile-travail ou travail-domicile, un enjeu assez fort de pédagogie à avoir en tête sur la sinistralité, le nombre d'accidents et le nombre de décès que l'on a liés aux deux roues. Et puis d'autres sont aussi fanats de la mobilité douce avec les deux roues et les vélos. On a une très forte augmentation du nombre de cyclistes qui existent en France, et entre autres pour se rendre au travail. Et ce sont évidemment des personnes qui sont les plus vulnérables sur la route et pour lesquelles on regardera quelques petits éléments à avoir en tête pour s'assurer que on réduit le risque pour les personnes qui sont également en motricité vélo. Ce que je vous propose dès maintenant qu'on a vu le cadre et le périmètre de ce qu'on appelle le risque routier professionnel, l'émission mais également les trajets domicile-travail, de rentrer sur le module du cadre légal, qui est un module pour le coup que je vais faire assez rapide pour que du coup on ait bien les éléments en tête, mais qui montre que cette obligation que l'on peut avoir de faire de la prévention se base sur un écosystème juridique qui est très large, que ce soit le code du travail, le code de la route, le code civil, le code pénal, le code des assurances en cas d'accident. On a un faisceau de cadre légal qui existe et qui encadre le mode de fonctionnement. Dans son obligation de moyens renforcés en entreprise, il y a cette nécessité pour chacun de regarder l'évaluation des risques professionnels liés à ce sujet-là, savoir organiser des moments d'échange et de sensibilisation avec chacun des salariés pour que chacun ait bien conscience des risques, que ce soit physiquement sur place ou au travers de sensibilisation ou formation, et avoir identifié ces risques dans l'organisation pour avoir une organisation qui est bien structurée. Donc il y a une nécessité de la part de l'entreprise d'être effectivement très sensible sur ce sujet des risques routiers et l'avoir clairement identifié à la fois dans son document unique, mais également dans les process qui sont mis en place dans l'entreprise. On a également du côté des salariés des obligations de sécurité. On a déjà évidemment bien sûr le code de la route, ce qui est une base fondamentale pour chacun d'entre nous salariés pour limiter ce risque sur la route. Et puis, il y a un autre outil que je trouve intéressant, qui est le règlement intérieur, qui est généralement un document relativement bien connu, en tout cas des représentants du personnel et de la direction, puisque ce sont eux qui l'ont établi, et qui est un outil majeur dans le mode de fonctionnement et dans les relations dans l'entreprise, puisque ça pose toutes les règles qu'il peut y avoir en entreprise. Et ce que je constate de mon côté pour intervenir régulièrement en entreprise, c'est que ce sujet du règlement intérieur est relativement peu connu de la part des salariés, alors qu'il retrace toutes les règles de fonctionnement de l'entreprise. Et je pense qu'en tout cas, et en particulier sur le risque routier professionnel, on y trouve pas mal d'informations qui pourraient être régulièrement partagées auprès de chacun d'entre nous dans l'entreprise pour bien comprendre les règles afférentes au mode de fonctionnement collectif et profiter de quarts d'heure sécurité ou de journées prévention pour pouvoir distiller un petit peu de toutes ces bonnes règles de vie qui sont prévues dans l'entreprise.
Voilà du coup pour l'entreprise, ses obligations et le salarié. On se retrouve du coup lors de cas d'accident routier avec des responsabilités qui sont généralement partagées entre l'entreprise qui doit mettre un cadre de travail adapté et le salarié qui doit respecter ces règles-là. On a quelques situations qui peuvent amener à ne donner la responsabilité qu'à une seule des deux parties. Côté entreprise, si par exemple l'entreprise manifestement n'a pas mis en place des éléments de prévention sur le risque d'entretien des véhicules, par exemple, et que manifestement le salarié conduit un véhicule de service qui est mal entretenu du fait de la responsabilité de l'entreprise, alors dans ce cas-là, en cas d'accident, seule l'entreprise serait responsable. Mais on a également le pendant de situations qu'on a pu connaître où c'est le salarié qui va porter seul la responsabilité de l'accident causé, du fait par exemple de faute d'inattention évidente dans le cadre du non-respect du code de la route. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est avant tout un risque partagé collectivement ensemble entre entreprises et salariés. Voilà pour le cadre légal et les obligations. J'avance sur du coup les différentes parties qui nous animent aujourd'hui. Juste une petite parenthèse pour rappeler qu'évidemment, ce risque routier professionnel, s'il incombe à la fois à l'entreprise et aux salariés, les facteurs de risque et les conséquences sont évidemment extrêmement nombreuses. Je pense en particulier à l'aspect psychologique d'avoir eu un accident. Si on a 77 jours d'arrêt en moyenne lors d'un accident dans le cadre de son activité, c'est qu'effectivement l'impact il est fort à la fois physiquement, psychologiquement et puis sur d'autres leviers comme l'impact social, familial, professionnel et potentiellement également financier lorsque les réparations sont à prévoir. Voilà, j'ai terminé avec les deux parties plutôt de cadre réglementaire pour poser à la fois le cadre de ce qu'on appelle le risque routier professionnel et puis les responsabilités de chacun dans le mode de fonctionnement. Je vais rentrer dans une partie qui va être la partie où on va décortiquer les différents facteurs de risque pour vous donner du coup quelques clés de compréhension à la fois pour pointer les risques qui existent dans le risque routier professionnel, mais essayer aussi de repartir avec quelques tips, quelques bonnes pratiques pour faire en sorte de minimiser, réduire ces éléments de risque professionnel. Alors, Edouard, oui. on a une question, je t'interromps. Donc une question, peut-on inclure dans le règlement intérieur des points sur la conduite dans le cadre des trajets domicile-travail? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, dans le règlement intérieur, on retrouve toutes les règles de vie que l'entreprise souhaite partager collectivement. On peut inclure dans le règlement intérieur différents points et il y a des prestataires qui sont très spécialistes de ce sujet. Ce qui est certain, c'est que pour que quelque chose émerge dans le règlement intérieur, il faut qu'il y ait une concordance de volonté à la fois des représentants du personnel et de la direction, puisque ce sont les représentants du personnel et la direction qui décident, grosso modo, de ce que l'on décide de mettre dans ces règles de vie que l'on souhaite que chacun partage dans l'entreprise. Donc, j'ai tendance à dire oui, à partir du moment où il y a une volonté commune des représentants du personnel et de la direction d'inscrire un élément sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ça couvre l'activité professionnelle, donc il n'y a aucune raison d'exclure en particulier le risque routier travail-domicile, domicile-travail des règles de vie d'entreprise puisque l'entreprise est concernée. Très bien, merci. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas, vous voyez, à poser des questions au fur et à mesure et Damien saura intervenir pour du coup placer ces moments-là. Alors, on arrive dans les facteurs de risque. Grosso modo, quand on regarde le risque routier professionnel, on a deux risques. Un risque que l'on peut maîtriser, enfin des risques que l'on peut maîtriser, d'autres qu'on ne peut pas maîtriser, qui vont être exogènes. On va commencer par tous les risques que l'on peut potentiellement maîtriser. Et je voudrais d'abord vous poser la question, au travers de ces 8 risques que l'on va aborder, donc la vitesse, l'alcool, les médicaments, les drogues, la fatigue, le smartphone, les conditions météorologiques et le véhicule. Selon vous, quel est le facteur de risque qui est le plus fort sur autoroute? Donc de la vitesse, de l'alcool, des médicaments, des drogues, la fatigue,
l'usage du smartphone, les conditions météorologiques et l'entretien du véhicule, lequel, selon vous, de ces facteurs de risque est le plus fort pour nous tous sur autoroute? Et donc, n'hésitez pas à mettre vos messages sur le chat et je ferai la synthèse à Edouard. Voilà, pour voir s'il y a une concordance en tout cas de thèmes. On va rentrer dans le détail, la réponse va suivre évidemment, mais ça m'intéresse d'avoir vous, votre point de vue a priori de ce qui serait le facteur le plus important. Je vous laisse encore 20 secondes pour méditer et faire appel à vos sentiments et vos impressions. Et du coup, Damien, si tu vois deux, trois thématiques qui émergent. C'est la fatigue qui remonte énormément, suivie d'un peu plus loin de la vitesse. Et le smartphone aussi un petit peu. Ouais. Mais vraiment la fatigue qui remonte principalement. Effectivement. Bah, écoutez, on va effectivement rentrer dans le détail de tout ça. Effectivement, la fatigue est une très bonne réponse. La fatigue, la vitesse en est également une. Et on va regarder dans le détail un petit peu où est-ce que tous ces facteurs de risque se retrouvent dans la causalité des risques d'accident. Je commence par la vitesse. La vitesse, c'est en fait la première cause d'accident et de mortalité routière en France. C'est aussi pour ça qu'on a énormément de pédagogie qui est faite de la part du gouvernement sur le fait de maîtriser sa vitesse parce que, quelles que soient les situations, la vitesse se retrouve être la première cause d'accident et de mortalité en chiffres pour la France. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par rapport à la question que je posais tout à l'heure, je faisais un focus sur l'autoroute dans les accidents qu'on peut avoir. Cette première cause d'accident et de mortalité, c'est également la réalité pour la vitesse, mais principalement sur le réseau secondaire. Sur le réseau autoroute, en fait, il y a relativement peu de décès liés à une vitesse excessive quand on regarde l'arbre des causes qui a amené ce type d'accident. Donc, en tout cas, sur autoroute, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la vitesse, puisque c'est le grand nombre des accidents routiers sur les réseaux secondaires qui amènent à avoir autant d'accidents. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, comme ce sont plutôt des chocs qui se font à plus petite vitesse, l'impact est très fort. Un choc frontal à 50 km/h, on vous pose les différentes questions pour avoir votre avis, et en fait, je vais vous donner la réponse tout de suite. Un choc frontal à 50 km/h équivaut à une chute de 5 étages. Donc, on a le sentiment à 50 km/h d'avoir plutôt une vitesse qui est raisonnable, mais en tout cas, 50 km/h à absorber au moment du choc équivaut à une chute de 12 mètres, un choc de 5 étages. Donc, c'est pour le coup évidemment assez important. C'est pour ça qu'il y a aussi tout un arsenal cadre réglementaire qui vous incite à être terriblement attentif sur le sujet, avec des amendes, moins de 20 km/h, 68 €, moins de 50 km/h, 135 €. C'est quand on passe le cap des 50 km/h où là, pour le coup, à la fois l'amende et le nombre de points retirés sont extrêmement forts. Évidemment, si on est des récidivistes, c'est encore plus accentué. La gestion de la vitesse, elle est très importante parce qu'elle se décompose en deux moments qui sont importants. Le moment où on réagit à une situation d'urgence, et généralement ça prend environ 1 seconde, et le moment où physiquement le véhicule va réellement s'arrêter. Et on voit qu'on a des véhicules qui n'ont pas arrêté de s'améliorer pour réduire ces moments et ces distances d'arrêt, et c'est aujourd'hui la vitesse et le temps de réaction que l'on peut avoir qui augmentent drastiquement le risque d'accident. Et on verra dans tous les autres facteurs de risque qui existent que finalement tous ces facteurs de risque vont avoir un impact sur le temps de réaction qu'on va avoir, et voilà, il y a une nécessité de faire particulièrement attention à ce genre de sujet-là. Un élément que je me notais dans les bonnes pratiques que l'on peut avoir, il y a eu une étude qui est sortie récemment indiquant, alors je ne sais plus si c'était 30 ou 50% des excès de vitesse qui sont inférieurs à 5 km/h. C'est assez intéressant parce que du coup, ça montre qu'il y a peut-être une certaine forme d'inattention à un instant T lors de sa conduite. Et finalement, les excès de vitesse aujourd'hui qui sont verbalisés sont vraiment sur des dépassements relativement faibles. Ayons le réflexe du régulateur ou de l'adaptateur de vitesse
pour faire en sorte que, du coup, on ne se retrouve pas dans une situation et de risque, évidemment, par une vitesse qui est trop importante, mais également de réussir à avoir cet accompagnement dans sa conduite qui permet d'éviter d'avoir des zones où on se fait prendre pour un petit excès de vitesse qui pourrait être évité avec le simple outil du régulateur. Voilà pour la vitesse, qui reste le premier levier. Il y a un deuxième levier qu'on va aborder tout de suite. Le deuxième, c'est celui de l'alcool. Donc là, c'est un sujet qui est également très important en lien avec le risque routier professionnel. Quand on prend l'arbre des causes d'un accident routier, on voit que l'alcool représente 30% des accidents mortels. Du coup, c'est évidemment une cause prépondérante, pas la première, mais donc prépondérante. Et surtout, quand on regarde le détail des classes d'âge qui sont concernées, on voit que globalement, la classe d'âge plutôt jeune, 18-34 ans, est particulièrement sensible à ce sujet. Et l'est particulièrement dans le cadre d'accidents mortels de la route impliquant un deux roues. Donc, on retrouve trois facteurs d'accélération de risque. Le fait d'avoir une population jeune sur deux roues, et qui a tendance à plus consommer de l'alcool que les autres classes d'âge. Donc il faut pour le coup être particulièrement vigilant sur le sujet et le sujet des deux roues pour les classes d'âge. Alors, que vous ayez des éléments un petit peu en tête, des études très intéressantes qui ont été faites par rapport au taux d'alcoolémie. Et en fait, le risque engendré pour le risque routier professionnel de la consommation de l'alcool. En gros, le risque augmente par 2 fois quand on a un taux d'alcoolémie, taux d'alcoolémie légal, inférieur à 0,5. Il est 10 fois plus important quand on dépasse le 0,5 et qu'on va potentiellement jusqu'au 0,8, et 35 fois plus important quand on conduit avec 1,2 g d'alcool par litre de sang. Alors, nous sommes tous inégaux sur le sujet de l'alcoolémie, parce que si nous tous qui sommes en ligne, on buvait une bière maintenant, après avoir bu cette bière, parce que nous sommes tous biologiquement différents, nous aurions tous un taux d'alcoolémie qui est différent. Donc, sur ce sujet du taux d'alcoolémie, il y a plein de tableaux qui existent, je ne l'ai pas prévu, mais que vous pouvez retrouver, pour vous dire, en fonction du fait que vous soyez un homme ou une femme, et en fonction de votre poids, votre taux d'alcoolémie sera différent. Moi qui fais 80 kg, par exemple, en tant qu'homme, 3 verres de vin, je suis à 0,5. Mon épouse, qui en fait une petite cinquantaine, sera près de 1 g d'alcool par litre de sang. Donc, quand on est allé voir des amis, évidemment, on fait en sorte de rester en dessous du 0,5 et on reste très prudent et on apprend à se connaître en allant regarder ces tableaux de correspondance qui existent pour savoir, en fonction de qui vous êtes et quel est votre poids, le taux d'alcoolémie concret que vous avez à chaque fois. Et évidemment, on essaye de respecter pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours pour sa santé en général. Je vous rappelle une petite notion qui est toujours utile, qui est ce qu'on appelle la dose de bar. Quand vous prenez un verre d'alcool dans un restaurant ou dans un bar, normalement le restaurateur doit systématiquement respecter des dosages qui sont fixes pour que vous ayez une conscience claire du volume d'alcool pur que vous ingérez. Ainsi, quand vous prenez une coupe de champagne, un verre de whisky, un demi de bière, un verre de pastis, un verre de vin, un apéritif, systématiquement, le restaurateur se doit de respecter des volumes d'alcool qui font que vous vous retrouvez systématiquement avec la même dose d'alcool pur. Voilà. C'est une notion qui est importante. Ce n'est pas que le restaurateur cherche à limiter ce qu'il vous verse dans votre verre de vin quand il vous en propose un, mais c'est qu'il est obligé de respecter ce volume d'alcool pur systématiquement. Alors, les effets qu'on peut avoir quand on est au-delà du 0,5 g d'alcool sont nombreux. Le champ visuel est obstrué. On va parler de la vision après. Le fait de réduire son champ visuel va avoir un impact majeur sur le risque routier professionnel. La perception des reliefs, de la profondeur, des distances est modifiée. La sensibilité à l'éblouissement va être plus fort. Donc, si on est en plus de nuit avec des phares en face, ça va être plus complexe. Résistance à la fatigue diminuée. On va avoir
tendance à s'endormir plus facilement. La coordination pour conduire correctement, c'est gênant effectivement à partir de 0,5. Et on a un défaut d'évaluation des risques dans cette partie-là. Petit focus sur le code de la route pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on risque? Vous l'avez certainement en tête. Au-delà de 0,5 g d'alcool dans le sang, du coup, on est hors cadre réglementaire et hors cadre légal. On a une amende de 135 € et un retrait de 6 points du permis. Donc, on fait attention à ça, surtout quand le permis de conduire est un outil dont on a besoin pour travailler. Et puis, petit tips à avoir en tête. À une époque, l'éthylotest était obligatoire dans les véhicules. Ce n'est plus le cas depuis 2021. Ayez-le en tête, ce n'est plus le cas. Mais par contre, voilà, je vous conseille d'avoir systématiquement un éthylotest à disposition ou mis à disposition par l'entreprise. Ça permet à chaque instant, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel, suite à un rendez-vous client, un déjeuner qu'on peut avoir, de pouvoir avoir son éthylotest pour savoir où vous en êtes concrètement de la maîtrise du risque alcool dans le cadre du risque routier professionnel. Si on est au-delà de 0,8, c'est un délit. L'amende est de 4 500 €. On risque 3 ans de suspension de permis. Encore une fois de plus, c'est complexe quand on a besoin de son permis. Et ayez en tête que le refus du dépistage est assimilé à un délit, c'est-à-dire à un taux d'alcoolémie qui serait supérieur à 0,8 g par litre de sang. On a toujours le droit de refuser de faire un dépistage. Par contre, il faut en connaître les conséquences sur soi. C'est pareil pour les tests de drogue. On en parlera tout à l'heure. Refuser de faire un dépistage assimile une erreur de la part du salarié. Et puis du coup, si on récidive, forcément, les montants sont encore plus importants. Ayez en tête pour ceux qui sont habitués du deux roues pour se déplacer, vous n'êtes pas exonéré de ces règles-là et une amende de 750 € existe pour un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g d'alcool dans le sang. J'avance sur un sujet qui me tient à cœur, qui est un peu différent puisque là on va parler des médicaments, mais les médicaments effectivement peuvent avoir un impact sur le risque routier professionnel. Alors c'est un sujet qui est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de texte de loi comme pour tous les autres éléments, code de la route ou arrêté de Conseil d'État. Pour autant, je pense que quand on parle de risque routier professionnel, le fait de parler de ce sujet-là est important. Certes, il y a le secret médical qui existe, mais je pense que le fait d'en savoir plus sur le risque lié à la prise de médicaments est importante. Vous avez ce focus, entre autres, sur plus de 11 millions de Français qui consomment des benzodiazépines, qui sont une molécule assez commune et qui a un impact direct sur la conduite. Et pour ça, il y a une pédagogie assez simple à avoir, parce que quand le salarié va avoir une prescription médicamenteuse, il va être le seul à pouvoir savoir s'il est en capacité de prendre le volant de manière sécurisée ou non. Le médecin traitant ne connaît pas forcément son poste et le risque qui est lié, et le médecin du travail n'a pas forcément conscience qu'un médecin lui a prescrit un médicament. Donc seul le salarié doit faire preuve de droit d'alerte et d'information pour faire en sorte que du coup ce risque soit maîtrisé. Et pour ça, on a un outil majeur qui permet à chacun de bien maîtriser ce risque. Et ça, c'est mon conseil, de largement communiquer sur le sujet, parce que les médicaments, ce sont des drogues légales, donc il y a forcément un impact potentiel. Et ces 3 pictogrammes qui existent, de niveau 1, alors je précise que tous les médicaments n'ont pas de pictogramme. Tous les médicaments ne sont pas concernés, mais certains le sont, d'où l'importance de maîtriser le fait que si vous avez un pictogramme jaune de niveau 1, soyez prudent, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Niveau 2, soyez très prudent, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Et niveau 3, ne pas conduire, c'est très clair, pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin. Voilà. Et je pense que pour nous tous qui conduisons dans le cadre de l'entreprise, c'est extrêmement important d'être sensible à ça, parce que de temps en temps, on ne fait pas attention, on a une prescription pour 10 jours, et on n'a pas forcément le réflexe d'aller regarder si un pictogramme est prévu sur cette boîte de médicaments ou non. Si ça devait être le cas, et si on devait avoir un poste à risque, le médecin peut potentiellement changer de molécule pour éviter d'être sur une molécule qui a un pictogramme d'alerte vis-à-vis de la conduite. Voilà. On reste dans le cadre du secret médical, mais il y a au contraire beaucoup de prévention qui peut être faite sur le sujet.
Alors, une fois qu'on a parlé des médicaments, on va parler des drogues récréatives et des stupéfiants, un sujet qui, pour le coup, est important par rapport à notre thématique des risques routiers professionnels, puisque plus de 20% des accidents mortels dans l'arbre des causes que l'on va avoir impliquent la prise de stupéfiants. Donc, c'est évidemment un sujet qui est très important, et très important parce que pour certains, un peu banal. Je pense en particulier au cannabis, où finalement la consommation de cannabis est largement banalisée, en particulier auprès des plus jeunes populations. Et du coup, il y a la nécessité de faire de la pédagogie. Et là, je vous propose de faire un peu de pédagogie pour ce facteur de risque lié aux drogues, sur les effets de chacune des drogues, parce que pour le coup, elles ont tout un impact qui est différent. Le cannabis, ça calme. Ça donne le sentiment d'être dans un environnement protecteur, mais ça va avoir un impact quand on est au volant sur sa capacité de réaction. On voit le danger beaucoup plus difficilement, on va mettre beaucoup plus de temps à réagir en cas de risque, et là où on voit qu'en théorie, on met 1 seconde pour réagir et éviter l'accident, ce temps va être doublé, triplé, quadruplé en fonction du volume de consommation de cannabis. Donc, le cannabis, très important d'avoir conscience que c'est un risque qui est majeur. La coke. La coke aussi a un impact fort, parce que quand vous développez l'agressivité et que vous avez du coup une conduite agressive, vous vous retrouvez forcément dans un écosystème sur la route avec des personnes qui vont avoir des réactions qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas normales, et ça va avoir un impact forcément fort sur l'environnement. Les amphétamines, là, c'est toujours un peu difficile de se dire qu'on a à côté de soi un conducteur ou un collègue qui conduit en ayant un sentiment d'excitation lié au fait de prendre son volant et surtout de toute puissance sur la route qu'il utilise. Forcément, ce n'est pas très rassurant de savoir ça et il faut que chacun en ait conscience de l'impact que ça peut avoir. Les drogues hallucinogènes comme le LSD, pareil, c'est toujours un peu gênant de se dire qu'un conducteur voit des choses qui n'existent pas. On aimerait qu'il voit ce qui existe, mais pas forcément qu'il imagine des choses qui n'existent pas. Donc évidemment, le fait de consommer des LSD ou prendre des petits champignons avant de prendre le volant a un impact fort, de même que les opiacés, où du coup la perte de conscience du danger va être très forte. En tout cas, nous, on fait régulièrement des dépistages en entreprise pour accompagner les entreprises dans un niveau de sécurité lié au risque de psychotropes. Aujourd'hui, la pédagogie, elle se doit d'être faite sur le cannabis. Plus de 90% des tests positifs sont liés au cannabis, principalement chez les jeunes qui n'ont pas conscience du risque qu'il peut y avoir. Et puis auprès de consommateurs réguliers, pour votre information, en 10 ans, le taux de THC, qui est le principe actif du cannabis, a triplé. C'est les douanes et les saisies de douane qui nous informent de ça. Et donc, certains peuvent avoir le sentiment depuis 10 ans de maîtriser leur consommation en fumant un joint de temps en temps, mais ils ne se sont pas rendus compte que ce qui est un joint est devenu 3 joints par le taux de THC qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, nécessité d'avoir pas mal d'alertes sur le sujet. Pour l'entreprise et pour le risque routier professionnel, on a différents outils qui existent pour prévenir ce risque. D'abord, le focus code de la route, avant de parler des outils. Le retrait de 6 points de permis, 2 ans de prison, c'est le risque et l'amende. Et si ce risque psychotrope est lié également à la prise d'alcool, alcool plus cannabis augmente de 12 fois le risque d'alcool, le risque d'accident. 3 ans de prison et 9 000 € d'amende, c'est ce que l'on encourt par ce comportement-là. Donc en entreprise, on a des outils qui sont assez simples pour pouvoir éviter et limiter ce risque pour les personnes qui ont des postes à risque. On peut faire des dépistages en entreprise à partir du moment où c'est prévu dans le règlement intérieur. On en parlait tout à l'heure pour le risque routier trajet domicile. Dans le règlement intérieur, on retrouve la possibilité depuis décembre 2016 de faire des tests auprès des personnes pour s'assurer qu'ils sont en pleine maîtrise de leur capacité. À partir du moment où le règlement intérieur est bien mis à jour, que les personnes sont formées, qu'ils ont une possibilité de faire une contre-expertise, donc il y a un petit cadre qui existe. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire tout simplement de la prévention en prévoyant comme un éthylotest un test de cannabis dans les véhicules. Ça marche bien. Et la médecine du travail également fait régulièrement des tests biologiques, cette fois-ci sur base d'urine ou de sang, ce qui nous permet d'ailleurs de savoir, source médecine du travail,
que 7,5% de la population professionnelle travaille chaque jour sous les effets d'une substance. D'où l'importance, même si c'est illégal le cannabis et les drogues, de faire de la pédagogie sur le sujet. Je passe maintenant au premier sujet que vous mettiez en avant sur le risque routier professionnel, la fatigue. Effectivement, vous aviez raison en citant la fatigue comme le premier risque, c'est le premier facteur d'accident sur autoroute. On fait du coup le distinguo entre les réseaux secondaires et l'autoroute, et on arrive à assimiler une longue journée de travail de 17 heures de suite à le fait de conduire sous l'effet de 0,5 g d'alcool dans le sang. C'est dire si effectivement la fatigue a un impact fort sur les risques routiers que l'on peut avoir. On distingue deux éléments, la fatigue, difficulté à rester concentré sur la route, de la somnolence, qui là pour le coup va être beaucoup plus grave, difficulté à rester éveillé, et où on augmente par un état de somnolence de 3 à 4 fois le risque d'accident dans la demi-heure qui suit. D'où l'importance de respecter les 2 heures de pause, la pause toutes les 2 heures, quand on conduit, et savoir s'arrêter tout de suite quand on commence à sentir les effets de la fatigue. Ça peut être difficulté de maintenir la vitesse et la trajectoire. Moi, c'est régulièrement la nuque raide que du coup on commence à sentir, on a du mal du coup à rester bien droit avec sa nuque, douleur dorsale ou d'épaule, tête lourde, ça va avec la raideur nucale, les jambes engourdies et puis surtout les yeux qui picotent. Évidemment, ça, ce sont tous les facteurs de risque et les éléments sur lesquels nous, on doit être en alerte par rapport à ce premier risque d'accident mortel sur autoroute. Le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment un sujet qui devient complexe à gérer, tant le téléphone commence à devenir le prolongement de notre main au quotidien. Et ce sujet-là, il n'est pas évident, parce que évidemment, l'impact du téléphone, c'est qu'il augmente le temps de réaction quand on a un risque d'accident. Donc, du coup, c'est jamais simple de voir comment est-ce qu'on peut réduire ce risque. Le cadre réglementaire, alors, avant le cadre réglementaire, on a évidemment de multiples facteurs de distraction. On parle du téléphone en premier lieu, mais on peut en avoir qui regardent des vidéos, par exemple, qui changent la radio. Ça, évidemment, ça perturbe, évidemment. Écouter de la musique très fort, fumer une cigarette, manger, se coiffer ou se maquiller, ou tout simplement discuter avec un autre passager. Oui, il y a énormément de facteurs de perturbation quand on est au volant. Mais ce qui est sûr, c'est que le téléphone au volant est celui qui va impacter le plus nos différents facteurs de réaction. Ça cumule 4 sources de distraction qui sont majeures. Physiquement, potentiellement, on tient le téléphone. Visuellement, on va éventuellement le regarder. On va potentiellement écouter également ce qu'il nous raconte. Et puis surtout, cognitivement, on va être détourné par le sujet que l'on regarde au travers de son téléphone. Donc, on se retrouve vraiment avec le risque de téléphone, avec le seul facteur qui va cumuler ces 4 sources de distraction majeures et qui donc vont ralentir notre capacité de réaction en cas de situation de danger au volant. Petit focus code de la route, parce que rappelons quand même la base, le fait de téléphoner au volant est interdit et du coup, il peut y avoir une amende qui est mise en place. Le Bluetooth est le seul levier autorisé pour pouvoir avoir une continuité avec son véhicule. Mais s'il devait y avoir un accident dans l'arbre des causes, on considérera que même s'il est légal d'avoir une communication téléphonique avec son Bluetooth, c'est un facteur aggravant qui a été une des causes de l'accident. C'est comme conduire avec un taux d'alcoolémie inférieur à 0,5 g. Oui, on a le droit de le faire. Par contre, on va le considérer, ou le juge va le considérer comme étant un facteur aggravant. Alors, la vue. La vue est également un levier qu'on va regarder de manière importante, parce qu'évidemment, la vue, c'est ce qui nous permet de réagir et de réduire les temps de réaction pour éviter les risques sur la route. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que notre champ visuel évolue en fonction de la vitesse à laquelle on va, qu'on soit en voiture ou en deux roues.
mais c'est plus particulièrement le cas quand on est en deux roues. Grosso modo, le champ visuel est de 100% quand on roule à 30 km/h, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout à fait capable de voir tout autour de soi ce qui se passe et donc identifier les risques qui peuvent arriver autour de nous. Quand on roule à 100 km/h, le champ visuel est réduit à 45 km/h et quand on roule à 130 km/h, on est tellement projeté vers l'avant que le champ visuel est réduit de 30%. Donc, il faut vraiment avoir en tête dans la manière de travailler et de fonctionner que le risque est d'autant plus grand que l'on va vite parce que notre champ visuel nous fait défaut à ce moment-là. Les conditions météorologiques, on va en parler, c'est un facteur exogène, mais que l'on peut maîtriser dans différents cas, entre autres par l'adaptation de la vitesse que l'on a. Et en fonction du fait que l'on soit en ville, sur route, sur voie rapide et sur autoroute, on a évidemment des vitesses qui sont différentes. Par mauvais temps, on réduit sa vitesse sur route à 80 km/h, à 100 km/h sur les voies rapides et sur autoroute. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, il faut qu'on ait bien conscience qu'on est dans une zone de risque qui est très forte et que quelle que soit la route sur laquelle on est, il ne faut pas conduire à plus de 50 km/h. Et je dirais même, dans ces cas-là, quand on a une drache qui tombe sur l'autoroute, de prévoir de s'arrêter le plus rapidement possible pour vraiment éviter les différents risques que l'on peut avoir. Dernier élément que je voulais évoquer avec vous sur les facteurs de risque, c'est l'état de son véhicule. Parce que, évidemment, quand on doit être amené à freiner de manière extrêmement rapide, il peut y avoir un risque lié à l'habitacle dans lequel on est. Donc, il faut avoir un véhicule qui soit en bon état, avec un carnet d'entretien qui est à jour, et on est le premier vecteur de prévention sur le sujet en tant que conducteur, mais également de faire attention à ce que dans l'habitacle dans lequel on n'ait pas d'objet qui risque de voler. Le poids d'un objet libre dans un habitacle, quand on freine, quand on est dans le cas d'une collision à 50 km/h, ce poids est multiplié par 40 et donc devient un objet extrêmement dangereux pour soi et pour sa sécurité. Voilà, on a vu les différents facteurs principaux sur lesquels on peut avoir un impact: la vitesse, l'alcool, les médicaments, les drogues, la fatigue, le téléphone, la vision, la météo, le véhicule. Je voulais juste vous repréciser, attendez, j'avais oublié cette partie-là, les principaux points de contrôle qui peuvent être des éléments qui peuvent être animés lors de quart d'heure sécurité pour faire attention à son véhicule: les pneumatiques, les essuie-glaces, les optiques et tous les fluides, niveau d'huile, de refroidissement et de frein, sont les 6 points de contrôle principaux qu'on peut contrôler pour s'assurer que son véhicule est en bon état. Pour la moto, il y a beaucoup plus de points à avoir avec des équipements obligatoires, en particulier casques et gants, qui sont la base de la prévention. Évidemment, si vous êtes sur vélo également, vous devez faire attention à ce que votre vélo ait tous les éléments et tous les équipements nécessaires pour s'assurer d'être en bonne sécurité. Voilà. Donc, Edouard, en plus de ça, oui. On a des questions. Il y a une première question sur est-ce qu'un salarié a le droit de refuser de conduire un véhicule de service s'il le considère insécurisé? Absolument. Absolument. Pour moi, ça fait appel au droit de retrait. Chaque salarié qui considère qu'on le met dans une situation de danger a ce droit de retrait où il signale que du coup, le véhicule n'est pas en état et n'est pas en sécurité pour assurer sa propre sécurité. Donc oui, le droit de retrait existe dans les règlements intérieurs en cas de détection de risque, et c'est un outil très utile d'intelligence collective s'il est évidemment utilisé de manière raisonnée. Très bien. On a une deuxième question d'Isabelle qui, tu parlais tout à l'heure en fonction de sa morphologie, on intègre différemment l'alcool. Tu parlais du sexe et du poids. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte? Il va y en avoir d'autres. Évidemment, le volume d'alcool que l'on boit, principalement. Mais pour moi, ce sont les 3 facteurs principaux: ce que l'on boit, son genre et son poids, comme étant les 3 facteurs. Après, le fait de prendre, par exemple, des médicaments, des choses comme ça va avoir un impact indirect, mais je resterai sur ces 3 points. Très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a un risque pour une entreprise de ne pas faire de contrôle? Alors oui, il y a un risque. Alors, quel que soit par rapport à l'alcool, tu dis? Oui, je pense que c'est l'objectif de la question de Johan.
À partir du moment où c'est quelque chose qui est mis dans le règlement intérieur, la société peut le faire, mais surtout le législateur attend de l'entreprise de le faire. C'est pour ça que historiquement, drogue et alcool, l'entreprise avait une obligation de résultat. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, l'entreprise était considérée comme responsable. Depuis 2016, ça a évolué vers une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire que le juge va regarder les moyens mis en place par l'entreprise pour juger si l'entreprise est responsable ou non. Donc, le fait de ne pas mettre en place les outils prévus par le législateur pour limiter le risque va évidemment mettre l'entreprise en erreur. Donc, il y a absolument nécessité, alors de faire des contrôles, c'est une chose, mais faire que des contrôles ne serait pas suffisant. Il faut surtout faire de la prévention pour que du coup, les personnes comprennent l'intérêt de faire attention. Et une fois que la prévention est mise en place, faire des contrôles. Généralement, le législateur, il va regarder ces deux points-là, prévention et contrôle. Très clair, merci. C'est bon, Damien? Je passe rapidement du coup sur les facteurs de risque non maîtrisables que vous aurez évidemment en tête. On a parlé de la météo sur lequel on peut tout simplement réduire notre vitesse, mais ceci étant, on se laisse surprendre. La densité du trafic est évidemment un élément qui est important et qu'on ne maîtrise pas, même si on a un outil de pilotage et une aide de pilotage, c'est jamais aussi précis que ce qu'on voudrait espérer. L'état de la voirie est également un élément qu'on ne maîtrise pas. Arriver sur une portion d'autoroute ou une portion de route qui est fortement dégradée, on ne peut pas le prévoir, ou une signalétique. Et puis évidemment, l'environnement dans lequel on n'est pas seul quand on conduit. Il y a d'autres automobilistes, il y a des piétons, des vélos, des trottinettes, des animaux qui peuvent évidemment interagir avec notre véhicule et donc le risque routier que l'on a. Alors voilà, je vous ai présenté les différents sujets qu'on pouvait parler. Donc on a parlé de la définition des chiffres clés, le module 1 sur le légal et les obligations, les facteurs de risque. On vient de passer allègrement sur le sujet. Je vais aller assez rapidement sur la partie mesures de prévention et vidéos de démo pour donner juste quelques recommandations qu'il peut y avoir dans l'entreprise pour fonctionner sereinement. Mesures de prévention, elles vont être différentes en fonction des entreprises et en fonction du risque, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut systématiquement adapter dans son plan de prévention avec chacun. Mais il y a grosso modo 4 axes à mettre en œuvre pour s'assurer d'être dans un environnement de prévention du risque routier professionnel. Le premier, avoir une réflexion sur l'organisation du travail et le management des déplacements. On entrera un peu plus dans le détail. Le management des véhicules, on a commencé à en parler. Le management des communications au volant est un élément essentiel et le management des compétences. Sur la partie organisation du travail, il faut être certain que le salarié, quand il se rend à une réunion, il y va en étant suffisamment reposé, en ayant eu ses 11 heures de repos entre deux journées réglementaires. Et puis, on a quand même le développement des outils modernes, comme nous avons là aujourd'hui, qui permet de faire une réunion à une centaine sans avoir besoin qu'on ait tous pris notre voiture. Et je crois qu'il faut ne pas hésiter dans l'entreprise à démultiplier ces outils qui sont mis à disposition pour tout simplement réduire les déplacements et donc le risque professionnel. Sur le management des véhicules, on en a parlé un tout petit peu. Il y a différents points de contrôle qui sont importants d'avoir de disponibles et c'est un engagement à la fois de l'entreprise et du salarié d'avoir des points de contrôle qui sont faits régulièrement et un carnet d'entretien qui est mis à jour. Donc, développer la culture de prévention autour du véhicule me semble un levier indéniablement efficace pour réduire le risque routier professionnel. Le management des communications au volant, besoin de faire de la pédagogie sur le sujet et s'assurer que dans les flottes de véhicules, on ait bien des outils à disposition en essayant de réduire au maximum les communications au volant. Et enfin, côté compétences, il y a deux petites choses quand même à avoir en tête d'un point de vue entreprise. Être certain que le salarié est détenteur de son permis de conduire, et ce, au fil de sa carrière dans l'entreprise. Et puis, avoir un lien également avec la médecine du travail pour s'assurer qu'un salarié qui prend un véhicule de fonction ou est amené à faire des déplacements ait des tests de vue réguliers et une pédagogie sur les stupéfiants mis en place. Voilà pour les 4 petites recommandations qu'on peut avoir sur les mesures de prévention. Encore une fois plus, c'est quelque chose qui doit s'adapter à chaque entreprise et là, il y a un travail un peu plus fourni à prévoir sur le sujet.
Je voulais terminer avec une petite sensibilisation. Alors normalement, dans le e-learning, on a toute une partie de quiz. On a déjà eu plusieurs moments d'échange sur les questions. Je voudrais juste revenir sur la maîtrise d'un risque. On a parlé de l'alcoolémie et des tests. Et puis moi, je le vois régulièrement également sur le cannabis. Regardez comment est-ce que ces tests peuvent se faire. 2 petites vidéos rapides, parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion de faire un test de dépistage d'alcoolémie ou de cannabis. Et c'est une manière aussi de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas stresser sur le sujet. Alors normalement, la vidéo, vous n'allez pas la voir, vous n'allez pas l'entendre. Donc du coup, je vais juste vous présenter ce mode de fonctionnement qui est un outil de prévention qui me paraît pour le coup assez intéressant à mettre en place. Sur la partie test de dépistage de cannabis. Le dépistage en entreprise ne peut se faire qu'en salivaire. Certains ont pu le connaître côté entreprise ou côté route. Toujours intéressant de pouvoir montrer un petit peu comment ça fonctionne pour déstresser un tout petit peu les salariés quand on parle de ce sujet-là. On le voit nous très régulièrement. C'est un pad, la petite languette que vous voyez, que l'on met sous la langue, avec une petite inclinaison de 15 degrés. Comme peut le faire Jessica, vous voyez, et le laisser quelques minutes sous la langue. La salive va migrer naturellement sur la bandelette. Et ensuite, après quelques minutes, on referme le capuchon et on peut lire le résultat du test. C'est donc des tests qui sont extrêmement simples. Jusqu'à présent, on considérait ça comme un test biologique que seuls les professionnels de santé pouvaient faire. Non, l'arrêté du Conseil d'État de 2016 indique bien que c'est un test simple à réaliser et que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un pro de santé pour réaliser ce type de test de dépistage du cannabis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, ce n'est pas toujours le cas. Et on avait la question des tests d'alcool. Du coup, je vous montre également le test d'alcool. Ce sont les tests d'alcoolémie de nouvelle génération qui peuvent être faits et qui, du coup, permettent à chaque salarié, à chaque instant, de savoir s'il est sous les effets de l'alcool. L'utilisation du test se fait dans des conditions de température ambiante, donc il n'y a rien de particulier à avoir en tête. Il y a une notice avec, donc le salarié peut facilement l'utiliser. Et ça fait vraiment pour le coup partie des outils simples à mettre en place qui, je vous rappelle, jusqu'en 2021 étaient obligatoires dans les véhicules. C'est moins le cas, mais le besoin reste toujours présent pour faire en sorte que ce risque routier lié à la consommation de stupéfiants et d'alcool soit maîtrisé. Donc, ce n'est pas des éthylotestes avec ballon comme il existait avant. On souffle longuement et en fonction de la couleur des cristaux, on sait si la personne a consommé. Ils sont verts quand il y a de l'alcool et au-dessus de 0,5 après la ligne noire qui est présente. Voilà, c'était juste pour représenter 2 outils relativement simples qui à l'époque étaient obligatoires, qui sont que vivement recommandés maintenant à avoir dans l'entreprise pour s'assurer que chaque salarié est aussi acteur de sa prévention et de la prévention du risque routier, en particulier dans les organisations. Voilà, écoutez, j'ai terminé les différents éléments que je voulais vous présenter. Je vous donne juste 2 éléments, 2 informations que vous ayez en tête. Sachez que c'est le 5e webinaire du GAN qui est fait sur les sujets de prévention, que tous les contenus depuis janvier sont disponibles en replay. Ce sera également le cas de notre webinaire ce jour. Que le mois prochain, la thématique portera sur la qualité de vie au travail, hygiène de vie au quotidien. Si vous êtes intéressé, le 2 juin, réservez votre date et votre créneau entre 11h et midi. Et puis, je voulais vous remercier évidemment d'avoir participé à ce webinaire. Merci au GAN au reportage de l'avoir organisé. Et puis aussi un grand merci à Marco, Jessica et Anne-Sophie qui, chez Medisur, ont fait en sorte d'avoir un fond et une forme qui, j'espère, a rendu ce webinaire pour vous agréable. Damien, est-ce qu'il y a, dans les 2 minutes qui restent, d'autres questions? On n'a pas de questions supplémentaires. On n'a pas de questions supplémentaires. On a des mails de remerciements et de félicitations pour ton intervention, simplement.